Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée en Italie en 2011. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Le 18 avril 2011, dans le parc de Colle San Marco, près de la ville d'Ascoli Piceno, un lundi de printemps ordinaire, vers 15 heures, la température était plus fraîche que la moyenne saisonnière, créant une atmosphère tranquille, mais empreinte de frissons. Les pentes de la montagne, habituellement couvertes de fleurs éclatantes, étaient encore marquées par la neige qui venait tout juste de fondre. Malgré cela, la vie continuait à pulser dans ce coin de paradis. Les bars et les petites boutiques avaient rouvert leurs portes, accueillant les rares promeneurs qui osaient braver la fraîcheur pour profiter des paysages pittoresques. Ce jour-là, un homme est arrivé avec un visage marqué par l'inquiétude et une petite fille s'accrochait à ses bras. Il est venu seul dans sa propre voiture et s'est arrêté sur le parking poussiéreux d'un petit bar. Le père, visiblement préoccupé, s'est dirigé rapidement vers l'intérieur du bar. Après un bref passage aux toilettes, il a commencé à interroger tous ceux qui s'y trouvaient. Sa voix, d'abord calme, trahissait une angoisse grandissante. Il cherchait désespérément sa femme, Melania, une mère récente, âgée de 28 ans, dont la beauté naturelle était rehaussée par sa silhouette athlétique et ses longs cheveux noirs. La disparition de Melania pesait sur ses épaules, et l'homme, tenant sa petite fille dans ses bras, paraissait de plus en plus désorienté. Pourtant, aucune des personnes présentes dans le bar n'avait vu une femme correspondant à cette description. Les minutes passaient, et l'air de plus en plus nerveux, l'homme a commencé à marcher de long en large. Finalement, il a éclaté en sanglots, laissant échapper des mots entrecoupés de pleurs, se lamentant d'avoir été dépouillé de son épouse, convaincu qu'elle avait été enlevée. Les clients du bar, touchés par la détresse de cet homme et de son enfant, se sont rassemblés autour de lui. Ils ont rapidement décidé de l'aider dans ses recherches. Ils sont sortis sur la terrasse, suivant un sentier de gravier qui reliait le parking au bar. Ensemble, ils espéraient trouver des traces de la jeune femme disparue, un indice, une piste, quelque chose qui pourrait expliquer ce qui s'était passé. Mais en dépit de leurs efforts, le paysage autour d'eux restait silencieux et impassible, ne livrant aucun secret. Cet homme, toujours en proie à une panique croissante, leur a raconté ce qui s'était passé ce matin-là. Ils étaient arrivés dans le parc de Colle San Marco après le déjeuner, un moment qui devait être consacré à des jeux en famille. Sa femme avait l'intention de s'éloigner un instant pour acheter du café et aller aux toilettes. Cependant, elle n'est pas revenue, et l'homme sentait littéralement que quelque chose n'allait pas. Bien sûr, il a d'abord essayé d'appeler sa femme. Le jeune père a passé de nombreux appels au cours des 15 dernières minutes, mais en vain. Mais son téléphone restait désespérément silencieux, un silence qui ne faisait qu'amplifier son désespoir. L'homme était persuadé que sa femme avait été enlevée, peut-être par des criminels dans une voiture de passage sur cette route animée qui longeait le parc. L'homme, visiblement effrayé, refusait de quitter les lieux. Son angoisse ne faisait qu'augmenter à mesure que les minutes passaient. Plus il restait dans le petit bar, plus Giovanna, la propriétaire, remarquait des détails troublants. Il faisait froid ce jour-là, et pourtant cet homme était trop légèrement vêtu pour une journée de printemps aussi fraîche. Cette apparente négligence s'étendait également à sa petite fille, qui, bien qu'elle avait à peine 1 an, errait entre les clients du bar, visiblement affamée et grelottante de froid. Son père, absorbé par ses lamentations sur la disparition de sa femme, semblait ignorer totalement les besoins de sa fille. À 16h34 précises, Giovanna, inquiète de la situation qui se déroulait sous ses yeux, a décidé d'appeler les services de secours lorsque cet homme est sorti du bar. Elle a signalé qu'un homme était dans son bar depuis plus d'1 heure, incapable de retrouver sa femme, et qu'il avait avec lui un petit enfant. Elle a décrit l'homme comme étant clairement perturbé, et la situation devenait de plus en plus alarmante. Lorsque cet homme est revenu à l'intérieur du bar, Giovanna lui a immédiatement tendu le combiné pour qu'il puisse parler au carabinier. La conversation entre cet homme et le répartiteur a été laborieuse. Il a d'abord donné quelques informations sur lui-même et sur Melania, sa femme disparue.
Il a mentionné qu'elle souffrait d'une hernie et qu'elle aurait pu se sentir mal en descendant la montagne. Mais son récit était confus, entrecoupé de silence et de pleurs. L'homme parlait doucement, avalant ses mots, et semblait presque perdu dans ses pensées à chaque phrase. Les carabiniers ont dû répéter leurs questions à plusieurs reprises pour obtenir des réponses claires. Finalement, l'homme a prononcé le nom complet de sa femme, Melania Rea. Il a également confirmé son identité, révélant qu'il s'appelait Salvatore Parolisi. Lorsque les agents des forces de l'ordre sont arrivés sur les lieux, Salvatore a répété son histoire, ajoutant des détails sur les événements de la matinée. Il a expliqué que Melania avait des problèmes de santé, ce qui les avait obligés à se rendre à l'hôpital le plus proche. Sur le chemin du retour, ils avaient décidé de s'arrêter pour se promener et prendre un café. Salvatore était resté avec leur fille sur l'aire de jeu, où elle s'amusait à faire de la balançoire. Lorsque Melania n'était pas revenue, il avait commencé à s'inquiéter. Il avait tenté de l'appeler à plusieurs reprises, mais en vain. La connexion téléphonique était bonne, et c'était ce silence inhabituel qui l'avait terrifié. Melania, habituellement si attentive à répondre ou à rappeler rapidement, restait inexplicablement silencieuse. Il s'est alors rendu au bar où sa femme était censée aller. Là, il avait interrogé tous les clients présents, mais personne ne l'avait vu. Cependant, sa panique s'est transformée en frustration lorsque les policiers ont commencé à le questionner en détail sur l'apparence de Melania et sur les événements des dernières minutes avant sa disparition. Salvatore a insisté en disant que tout allait bien et que rien ne laissait présager un tel drame. L'identité de Salvatore a été confirmée sur place et les carabiniers ont commencé leur enquête. En premier lieu, ils ont effectué une analyse rapide des données téléphoniques de l'homme, examiné ses intérêts et ses recherches des derniers jours afin d'évaluer la fiabilité de son témoignage. C'est ainsi que la police a découvert des éléments troublants sur la biographie de Salvatore Parolisi. Salvatore Parolisi est né le 13 avril 1978 dans la province de Naples, en Italie. À l'époque de la disparition de sa femme, il avait 33 ans et vivait avec Melania Rea et leur petite fille à Folignano. Melania, quant à elle, est née le 24 mai 1982 dans une autre petite ville de la province de Naples. Tous deux étaient militaires, un fait qui a immédiatement attiré l'attention des carabiniers lorsqu'ils ont commencé à enquêter sur cette affaire. Le couple était rattaché à un régiment militaire et Salvatore était en charge de la formation des jeunes recrues, leur enseignant les bases du service militaire et la topographie. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux de la disparition, une des premières choses qui les a frappés était la nature inhabituelle de cette disparition. Melania s'était volatilisée dans un endroit ouvert, sans sentier complexe, ni route boisée pour dissimuler un éventuel enlèvement. Le pied de la montagne, encore dépouillé par la fonte récente des neiges, offrait une vue dégagée sur une grande partie du parc depuis l'aire de jeu pour enfants. Il semblait donc improbable qu'elles aient pu disparaître aussi discrètement, surtout en plein jour, sans attirer l'attention de quiconque. Pour soutenir Salvatore dans ce moment de crise, un de ses amis, également officier de police, est venu le rejoindre sur les lieux. Mais Salvatore, loin de se calmer, était visiblement très agité. Il tremblait, frappant constamment le bar de ses poings, emporté par un sentiment d'impuissance. Il était incapable de se maîtriser, et encore moins de s'occuper de sa fille, désormais blottie contre lui, cherchant du réconfort dans un monde qui devenait de plus en plus chaotique. Les policiers, après avoir recueilli toutes les informations nécessaires, ont finalement laissé Salvatore partir avec sa fille. Peu après, les proches de Melania ont été informés de la disparition, et ils se sont précipités sur les lieux pour découvrir par eux-mêmes les circonstances du drame. Ils étaient déterminés à participer aux recherches et à retrouver Melania. Cependant, lorsqu'ils ont parlé aux policiers, le comportement de Salvatore a suscité des interrogations. En tant que militaire, il devait comprendre l'importance de fournir des informations précises pour accélérer les recherches. Pourtant, au lieu de coopérer pleinement, il évitait de répondre aux questions, retardant le processus autant que possible. Même pour obtenir le numéro de téléphone portable de Melania, les policiers avaient dû insister à plusieurs reprises avant que Salvatore ne leur donne enfin l'information. Les policiers avaient l'intention de localiser le téléphone portable de Melania pour retracer son itinéraire et déterminer sa position approximative.
Cela aurait dû faciliter les recherches, d'autant plus que la zone entre le bar et l'aire de jeu pour enfants n'était traversée que par 3 routes relativement fréquentées. La première, d'un peu plus de 100 mètres, était partiellement surveillée par une caméra installée sur un kiosque. La deuxième, longue de 700 mètres, passait devant un mémorial militaire où il y avait souvent du monde. La troisième route de 150 mètres était bien couverte par des caméras de tous les côtés. Étonnamment, aucune caméra n'avait enregistré la présence de Melania ce jour-là, et personne n'avait rien vu d'anormal. Cette absence totale de témoins et de preuves visuelles soulevait de sérieuses questions sur la présence même de Melania dans cet endroit ce jour-là. Selon les informations obtenues, le téléphone portable de Melania avait émis son dernier signal à 14h45, juste avant sa disparition, près de l'endroit où elle était venue avec son mari et leur enfant. Mais ce détail n'a apporté aucune information supplémentaire et le silence de Salvatore n'a fait qu'épaissir le mystère entourant cette affaire. Face à l'absence de pistes claires, les enquêteurs ont fait appel au Service national de secours en montagne. Des spécialistes, accompagnés d'un chien de recherche spécialement entraîné, sont arrivés sur place. Ce chien, dont l'odorat était si aiguisé qu'il pouvait suivre une piste jusqu'à 20 jours après qu'elle ait été laissée, s'est rapidement orienté vers un monument le long d'une route asphaltée. Mais curieusement, la piste s'est interrompue brusquement à cet endroit, comme si Melania était montée dans une voiture et avait disparu. Salvatore a plus tard expliqué que la famille s'était rendue à ce monument un peu plus d'une semaine auparavant, suggérant ainsi que le chien aurait pu capter une trace plus ancienne. Mais cette possibilité n'écartait pas l'hypothèse que Melania ait été enlevée ce jour-là et emmenée en voiture. Après les événements inquiétants de cette journée, les policiers ont emmené Salvatore au poste d'interrogatoire pour obtenir plus de détails sur la journée précédant la disparition de Melania. Salvatore a décrit minutieusement les activités de la journée, affirmant qu'il s'était rendu à l'hôpital le matin pour que Melania soit examinée par un physiothérapeute. Vers 11h30, ils avaient fait un arrêt au supermarché avant de se rendre à la clinique San Marco. Là, Melania avait été examinée et une hernie inguinale avait été diagnostiquée. Après le déjeuner, la petite famille était rentrée chez elle pour se changer avant de partir en promenade avec leur fille. Salvatore a expliqué que le parc où ils s'étaient rendus ce jour-là était un lieu familier pour eux, un endroit où ils aimaient se promener en famille. Ils y étaient déjà venus 4 fois au cours du dernier mois. Ils connaissaient bien les lieux, d'autant plus qu'en tant que militaire doté d'une mémoire photographique, il avait mémorisé chaque détail du parc. Leur dernière visite remontait à moins de 10 jours avant la disparition de Melania. Les carabiniers, après avoir recueilli toutes ces informations, ont décidé de laisser Salvatore rentrer chez lui, n'ayant pour l'instant rien à lui reprocher. À ce stade, l'hypothèse principale des enquêteurs était celle d'un enlèvement. Les indices suggéraient que Melania avait pu être enlevée puis emmenée de force dans une voiture. Tout semblait pointer vers cette théorie, d'autant plus que le chien de recherche avait perdu la trace de Melania près d'une route, renforçant l'idée qu'elle avait été kidnappée. Salvatore est apparu à la télévision pour raconter son histoire. Ajoutant de nouveaux détails, il a révélé qu'ils avaient organisé un petit pique-nique près d'un mémorial militaire, où ils s'étaient reposés avant le jour de la disparition. Cet endroit, bien que peu adapté pour un pique-nique en raison de la végétation dense et de l'absence de bancs, correspondait partiellement à l'endroit où le chien de recherche avait détecté une piste. Salvatore a également donné des détails sur les vêtements et les accessoires que Melania portait au moment de sa disparition. Cependant, des incohérences ont commencé à émerger. Selon lui, Melania n'avait pas de sac avec elle, elle était habillée de façon décontractée et portait quelques bijoux en or. Mais il semblait inconcevable qu'une femme aussi responsable, surtout en tant que mère, se soit déplacée sans préparer de sac pour son enfant, sans argent et sans cigarette, qu'elle fumait régulièrement. Le fait qu'elle n'ait pas pris de vêtements chauds de rechange pour sa fille soulevait aussi des questions. Les enquêteurs se sont alors de nouveau intéressés à la relation entre Salvatore et Melania et à l'atmosphère au sein de leur famille. Salvatore a affirmé qu'ils avaient une relation solide, bien qu'ils se disputaient parfois, comme dans tout couple. Les proches de Melania ont confirmé qu'ils formaient une famille soudée, ce qui a conduit les policiers à relâcher Salvatore. Le lendemain de l'interrogatoire, les proches de Melania sont arrivés à Folignano. Fatigués par le voyage,
Ils se sont d'abord rendus au poste de police pour s'informer de l'avancée de l'enquête. Ils étaient prêts à fournir toutes les informations possibles pour aider à retrouver Melania. C'est à ce moment que les policiers ont découvert que Melania possédait en fait 2 téléphones portables, une information que Salvatore n'avait étrangement pas mentionnée. Elle utilisait l'un des téléphones pour parler à son mari et à ses amis, car la carte SIM offrait un tarif avantageux, et l'autre pour communiquer avec sa mère et ses proches. Le jour de sa disparition, à 13h34, sa belle-mère avait appelé sur le 2e numéro. Elles avaient parlé pendant environ 9 minutes, au cours desquelles Melania avait mentionné sa visite chez le médecin le matin et d'autres détails de la journée. Elle avait également indiqué que la famille prévoyait de se rendre à San Marco pour une promenade en plein air avant de se rendre à un baptême d'amis vers 16h. Cet appel s'était terminé à 13h43 et il n'y avait eu aucune autre communication après cela. Les incohérences dans le récit de Salvatore devenaient de plus en plus apparentes. Il répondait de manière succincte aux questions des enquêteurs, répétant sans cesse les mêmes informations, sans rien ajouter de nouveau. Les policiers ne comprenaient pas pourquoi Melania aurait laissé sa fille avec Salvatore, qui ne montrait aucun intérêt apparent pour l'enfant, pourquoi elle serait partie chercher du café sans argent, ni pourquoi Salvatore et leur fille Vittoria avaient continué à faire la balançoire pendant une demi-heure sans interruption. Le mystère entourant la disparition de Melania ne cessait de s'épaissir. Plus tard, les proches de Melania ont emménagé chez Salvatore pour lui apporter leur soutien. Ils essayaient de parler avec lui de ce qui s'était passé, mais il restait peu loquace, évitant souvent de répondre et affichant un air constamment bouleversé. Malgré cela, les proches ont fait de leur mieux pour l'aider, prenant soin de sa fille et essayant de maintenir un semblant de normalité. Salvatore, pour sa part, a mis à disposition sa chambre avec un grand lit, offrant ainsi un certain confort à la famille de Melania, qui était désormais plongée dans l'incertitude et la douleur. Toute la ville de Fogliano était au courant de cette affaire. La disparition de Melania Rea, une femme si connue et appréciée, semblait inimaginable dans un lieu réputé pour sa tranquillité et sa sécurité. Fogliano était l'un des endroits les plus paisibles de la région, où les tragédies étaient rares et où les habitants menaient une vie sereine. Cependant, cette tranquillité avait été brisée par la disparition soudaine de Melania. Et tandis que les soupçons de la police se tournaient de plus en plus vers son mari, Salvatore Parolisi, l'homme n'avait jamais eu de démêlé avec la justice auparavant. Pourtant, les doutes sur son implication dans la disparition de sa femme ne cessaient de croître. Salvatore, lui, continuait à apparaître dans différentes émissions de télévision où il racontait la douleur qu'il éprouvait face à cette tragédie. Mais en coulisses, les enquêteurs accumulaient les questions. Pour éclaircir la situation, ils ont décidé d'examiner de plus près le téléphone portable de Salvatore. Ce qu'ils ont découvert était troublant. Le téléphone avait été allumé de 7 à 9 heures du matin, puis éteint jusqu'à 18 heures, le jour de la disparition de Melania. Ce comportement inhabituel a immédiatement éveillé les soupçons des enquêteurs. Le 19 avril, Salvatore était retourné au parc de Colle San Marco, où les équipes de recherche travaillaient sans relâche pour retrouver Melania. Cependant, son attitude sur place était étrange. Il ne montrait aucun intérêt pour les recherches en cours, ni pour les résultats obtenus. Au lieu de cela, il avait simplement rendu le sweat à capuche qu'il avait emprunté à la propriétaire du bar le jour de la disparition, puis il était reparti en prétextant qu'il devait aller travailler. Ce comportement a renforcé les inquiétudes des enquêteurs, qui voyaient en lui un homme de plus en plus suspect. Lors de la vérification du téléphone portable de Salvatore, les carabiniers ont fait une découverte capitale. Ils ont trouvé des traces de communication fréquentes avec une certaine Ludovica Perrone. Les messages et appels échangés avec elle se comptaient par milliers, et ce, presque quotidiennement. Salvatore avait entretenu une liaison avec Ludovica depuis septembre 2009, une relation qui s'était poursuivie jusqu'en mai 2011, même après la disparition de Melania. Il s'est avéré que Melania avait découvert l'infidélité de son mari dès l'été 2009. Furieuse, elle était partie vivre chez ses parents en attendant la naissance de leur fille, car elle était alors enceinte. Mais cette séparation temporaire n'avait guère affecté Salvatore, qui continuait de courtiser Ludovica, une collègue de travail dans leur unité militaire. Ludovica avait alors 27 ans.
Bien que Melania et Salvatore se soient réconciliés pour le bien de leur enfant, la liaison de Salvatore avec Ludovica n'avait pas cessé. Il louait régulièrement un studio où ils se retrouvaient. Même après que Ludovica ait été envoyée à Rome à la fin de sa formation, leur relation avait perduré. Salvatore utilisait chaque occasion pour se débarrasser de Melania et parler au téléphone avec sa maîtresse, dont il était littéralement obsédé. Les dialogues échangés entre Salvatore et Ludovica montraient clairement que cette dernière désirait plus qu'une simple relation à distance. Elle voulait que Salvatore divorce et soit enfin avec elle. Mais il retardait constamment le moment fatidique, prétextant que le processus de divorce était en cours, mais que les avocats avaient besoin de temps pour rassembler et préparer les documents. En réalité, Melania, dès 2010, avait découvert que son mari continuait à voir Ludovica. Bien qu'elle ait été résolue à préserver leur famille, elle avait menacé Salvatore de révéler sa liaison, ce qui aurait pu nuire à sa carrière militaire. Cette menace avait temporairement éloigné Salvatore de Ludovica, mais la passion de ce dernier pour sa maîtresse n'avait pas faibli. Ludovica, de son côté, refusait d'abandonner. Elle insistait pour reprendre leur relation et voulait que Salvatore quitte sa famille pour elle. La situation était devenue si tendue que le 19 avril, Salvatore devait se rendre à Rome pour rencontrer les parents de Ludovica. Cette rencontre était cruciale pour Ludovica, qui espérait que Salvatore divorcerait bientôt et qu'ils pourraient enfin fonder une famille ensemble. Mais en parallèle, Salvatore avait prévu de passer les vacances avec Melania et leur fille. Le contraste entre ces deux réalités était frappant et la disparition de Melania, survenue juste la veille de cette rencontre, semblait d'autant plus suspecte. Bien sûr, tout cela semblait trop suspect, car les triangles amoureux se terminent rarement bien. La découverte de cette double vie, les incohérences dans le récit de Salvatore et son comportement étrange après la disparition de Melania ont conduit les enquêteurs à se concentrer de plus en plus sur lui. Le mystère autour de la disparition de Melania ne faisait que s'épaissir, et les réponses semblaient se cacher derrière le voile d'une liaison secrète et des mensonges soigneusement entretenus. Le 22 avril 2011, après la disparition de sa femme, Salvatore est allé au travail semblant étrangement calme malgré la tragédie qui pesait sur lui. La direction, inquiète pour Melania, a proposé d'organiser une opération de sauvetage avec l'aide de militaires équipés de matériel spécialisé. Cependant, à la surprise générale, Salvatore a rejeté cette idée. Il était convaincu que sa femme l'avait quitté par ressentiment et que, par conséquent, il n'était pas nécessaire de déployer des moyens pour la retrouver. Cette attitude a jeté un nouveau doute sur son comportement, déjà suspect aux yeux des enquêteurs. Peu après, Salvatore a supprimé son compte sur les réseaux sociaux, le même compte qu'il utilisait pour communiquer avec Ludovica, sa maîtresse. Cette nouvelle révélation a fourni à la police un possible mobile pour le crime. À ce stade, la période critique pendant laquelle il était encore possible de retrouver Melania vivante était déjà passée. Les carabiniers avaient commencé à perdre espoir de la retrouver en vie. De plus, les efforts du chien de recherche mobilisé pour l'enquête se sont révélés peu efficaces, car ils pouvaient confondre les traces fraîches avec celles laissées par Melania 10 jours avant sa disparition. Dans ce contexte, il était impossible de dire avec certitude ce que le chien avait flairé. Les enquêteurs, déterminés à obtenir plus d'informations, se sont préparés à interroger Salvatore une nouvelle fois. Cependant, le 23 avril, un coup de téléphone a changé la donne. Un homme, se présentant sous le nom de Rocco Lenti, a contacté la police pour signaler une découverte macabre du corps d'une femme à 17 km de Folignano. Lorsque les carabiniers sont arrivés sur place, ils ont trouvé le corps d'une jeune femme ressemblant fortement à Melania. Son pantalon et sa lingerie étaient baissés, mais il ne semblait pas qu'elle ait été violée. L'ensemble de la scène semblait être une mise en scène amateur. À la surprise des enquêteurs, Salvatore a refusé de venir identifier le corps, sans donner d'explication. C'est un ami de la famille qui a pris cette responsabilité, confirmant qu'il s'agissait bien de Melania Rea, âgée de 28 ans. Un commerçant local a également reconnu la jeune femme, les exercices militaires ayant souvent lieu dans cette zone où Melania et Salvatore étaient des clients réguliers. L'autopsie a révélé une violence extrême. De nombreuses blessures, principalement des coups de couteau portés à la tête et au cou, ont été découvertes sur le corps de Melania. D'autres blessures étaient présentes sur la poitrine.
ainsi que plusieurs marques de défense, indiquant qu'elle avait tenté de se défendre. Pourtant, il n'y avait aucun signe de viol. Autour du corps, les enquêteurs ont recueilli plusieurs éléments de preuve, notamment le téléphone portable de Melania, un briquet taché de sang, une bouteille d'eau et des traces d'une petite voiture. Mais l'indice le plus frappant était un reçu d'épicerie daté du matin du 18 avril. D'autres objets, comme des seringues à insuline et des garrots, ont également été trouvés, laissant supposer que Melania aurait pu être victime de toxicomanes ou qu'elle en aurait consommé elle-même. Ces suppositions ont été en partie confirmées par les symboles gravés sur le corps de la victime, semblant représenter des croix gammées et d'autres symboles, potentiellement liés à des rituels sataniques. Cependant, les enquêteurs ont rapidement écarté cette piste, la considérant comme une tentative de détourner l'enquête. Un examen toxicologique a confirmé que Melania n'avait ni alcool ni substance interdite dans son corps. Salvatore, interrogé à nouveau, a révélé une étrange coïncidence. Quelques jours avant la disparition de Melania, ils avaient eu une relation intime exactement à l'endroit où son corps a été retrouvé, derrière un kiosque. Cette révélation a ajouté une nouvelle couche de complexité à l'affaire, car Ludovica, la maîtresse de Salvatore, avait découvert cette escapade et en était furieuse. Elle était particulièrement irritée par le mensonge de Salvatore, qui lui avait juré à plusieurs reprises qu'il n'avait plus aucune intimité avec Melania. Cette liaison aurait pu expliquer la présence éventuelle de traces ADN de Salvatore sur le corps de Melania, traces que la police pourrait découvrir sur les lieux du crime. Cependant, il y avait une autre incohérence dans son récit. Le jour où il prétendait avoir eu cette relation intime avec Melania, il neigeait et faisait froid, des conditions peu propices à une telle rencontre en plein air. De plus, Melania souffrait de douleurs dues à une hernie inguinale à ce moment-là, rendant cette histoire d'autant plus improbable. Tout cela suggérait que Salvatore tentait de se fabriquer un alibi, sachant que son ADN pourrait être retrouvé sur le corps de sa femme. Les enquêteurs ont ensuite inspecté toute la zone autour du corps à l'aide de luminol pour détecter les moindres traces de sang. Ils ont découvert plusieurs preuves, y compris une empreinte de chaussure. Pour suivre cette nouvelle piste, ils ont cherché à déterminer qui se trouvait dans cette région, entre le 18 et le 20 avril, période estimée de la mort de Melania. Il s'est avéré que des soldats du régiment de Salvatore et Melania étaient présents dans la région pendant ces jours-là. Les policiers ont interrogé ces soldats qui avaient laissé des indices tels qu'une bouteille d'eau, un ticket de magasin et une empreinte de chaussure. Malheureusement, ces indices ne semblaient pas être liés directement à l'affaire, ce qui a ramené l'enquête à son point de départ. De plus, les soldats ont affirmé qu'ils n'avaient remarqué personne de suspect ce jour-là et qu'il n'y avait pas de corps sur les lieux à ce moment-là. Les enquêteurs ont alors tourné leur attention vers Ludovica, la maîtresse de Salvatore. Ils ont découvert qu'elle n'avait pas quitté la caserne les 18 et 19 avril, lui offrant ainsi un alibi solide. De plus, Ludovica a révélé une information troublante. Le 17 avril 2011, Salvatore lui avait confié que Melania lui était infidèle, un mensonge évident destiné à embrouiller l'enquête et à détourner les soupçons. En approfondissant les détails des liaisons extraconjugales de Salvatore, les enquêteurs ont découvert qu'il avait eu des relations avec au moins 23 femmes en dehors de son mariage. Cette révélation a renforcé les suspicions quant à son implication dans le meurtre de sa femme, car il savait que ces informations pourraient être perçues comme un motif de vengeance contre Melania. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, le tableau se précisait. Un homme tiraillé entre ses obligations familiales et ses désirs extra-conjugaux, prêt à tout pour préserver son image et ses secrets, même au prix de la vie de sa femme. Mais les preuves, bien qu'accablantes, devaient encore être solidifiées pour établir un lien direct entre Salvatore Parolisi et la mort tragique de Melania Rea. Afin de rassembler des preuves irréfutables contre Salvatore Parolisi, les enquêteurs ont décidé de placer des micros dans sa voiture et d'écouter attentivement ses conversations téléphoniques. Ces enregistrements se sont avérés être une mine d'informations précieuses. Souvent seul dans sa voiture, Salvatore se lançait dans des monologues troublants, évoquant les nouvelles du meurtre de sa femme d'une manière qui ne pouvait que renforcer les soupçons de son implication. Mais pour consolider leur dossier,
Les enquêteurs devaient encore déterminer qui avait vu Melania vivante pour la dernière fois et à quel moment. Étrangement, parmi les 37 personnes qui se trouvaient dans le parc au moment de la disparition de Melania, personne n'avait remarqué sa présence, ni celle de Salvatore avec leur enfant sur les balançoires. Ce détail déroutant a poussé la police à inspecter la voiture de Salvatore avec du luminol, un produit chimique capable de détecter les traces de sang, même les plus infimes. À l'intérieur du véhicule, ils ont trouvé des traces de sang. Les échantillons ont été envoyés au laboratoire et l'expertise a confirmé les pires craintes des enquêteurs. Le sang appartenait à Melania. Avec ces nouvelles preuves, le parquet a commencé à élaborer sa propre théorie sur le mobile du crime. Selon eux, Melania, blessée par les nombreuses infidélités de son mari, avait probablement exercé une pression constante sur lui. Elle était déterminée à préserver leur mariage, notamment pour le bien de leur enfant, mais cette insistance avait peut-être fini par exaspérer Salvatore. Il avait trouvé une échappatoire en entamant une relation avec Ludovica, mais cette nouvelle liaison venait elle aussi avec son lot de pression. Ludovica, impatiente, réclamait que Salvatore quitte Melania pour être pleinement avec elle. Coincé entre deux femmes, Salvatore aurait pu décider de se débarrasser de Melania, devenue insupportable à ses yeux. Les parents de Melania ont partiellement confirmé cette théorie. Ils ont décrit leur fille comme ayant un caractère devenu plus despotique récemment, en raison des infidélités de son mari. Ce trait de caractère aurait pu exacerber les tensions au sein du couple. Le rapport final des médecins légistes est arrivé peu de temps après et il a apporté des éclaircissements cruciaux. Melania était décédée entre 14h30 et 15h30 le 18 avril, des suites de 35 coups de couteau. Bien qu'elle n'ait pas été victime d'agressions sexuelles, le fait que ses sous-vêtements avaient été baissés n'était pas une simple mise en scène, mais un indicateur d'un moment particulièrement troublant. Il semblait que l'attaque avait eu lieu alors que Melania était en train de se soulager, accroupie, lorsque l'agresseur l'avait surprise. La victime, dans cette position vulnérable, n'avait pas pu se défendre. Les blessures infligées étaient d'une brutalité extrême, révélant une haine personnelle intense. Les enregistrements des caméras de surveillance capturées peu avant la disparition de Melania ont montré le couple ensemble dans un magasin. Fait notable, Salvatore était habillé différemment lors de l'achat, ce qui suggère qu'il avait eu le temps de se changer après avoir commis le meurtre. Le 14 juillet, Salvatore a été arrêté. Il avait été prouvé que Melania n'avait jamais atteint le parc le jour de sa mort, grâce aux enregistrements de géolocalisation récupérés de son téléphone portable. Sa vie s'était arrêtée près du lieu du crime, aux abords du kiosque où Salvatore avait prétendu qu'ils avaient eu une relation intime. Le scénario suggéré par les procureurs était le suivant. Après avoir prétendument eu une relation sexuelle avec Melania, vers 14h30, Salvatore l'avait attaquée de manière inattendue et l'avait tuée. Il était ensuite rentré chez lui pour se changer, puis avait conduit sa fille Vittoria à la maison avant de se rendre au parc avec elle. Là, il avait joué le rôle du mari affligé, prétendant que sa femme avait disparu. Malgré toutes les preuves accumulées, Salvatore a continué à clamer son innocence. Mais pour le jury, les éléments étaient suffisamment convaincants. Salvatore Parolisi a été reconnu coupable du meurtre de sa femme et condamné à 20 ans de prison. En plus de cette peine, il a été condamné à verser 2 millions d'euros à la famille de Melania. Aujourd'hui, Salvatore purge sa peine dans un établissement pénitentiaire de Milan. Leur fille, Vittoria, qui a maintenant 13 ans, a été confiée à la famille de Melania. Elle a exprimé le désir de changer son nom de famille, adoptant celui de sa mère. La jeune fille a choisi de ne pas rendre visite à son père en prison et elle ne souhaite pas entretenir de relation avec lui. Ok, chers abonnés, c'est la fin de cette affaire. Si vous avez apprécié ce récit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de soutenir cette vidéo avec un j'aime et de partager vos réflexions dans les commentaires. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.